Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat. C'est la rentrée parlementaire ici à Strasbourg où une grande partie des députés européens ont repris le chemin de l'hémicycle après plusieurs mois de travail en distanciel. La rentrée politique européenne, comme chaque année, démarre par un événement majeur, le traditionnel débat sur l'état de l'Union prononcé ce matin à 9 h dans l'hémicycle par Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Après un bilan portant sur cette année marquée à nouveau par la crise sanitaire, la présidente s'est prononcée sur les priorités des 12 prochains mois. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau 3 députés européens. Sylvie Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne depuis 2009, chef de la délégation française des socialistes et démocrates et vous effectuez votre 3e mandat. Vous êtes notamment spécialiste des questions migratoires et des droits fondamentaux de l'Union européenne. Autour de cette table également, Valérie Hayé, bonjour. Bonjour. Vous avez été élue en 2019, vous êtes membre du groupe Renew Europe et coordinatrice notamment au sein de la commission des budgets. Vous travaillez plus particulièrement sur la question des ressources propres. Exactement. Et enfin, à vos côtés, bonjour, David Cormand. Bonjour. Vous êtes coprésident de la délégation française du groupe des Verts, élu en 2019, et vous êtes membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Donc ensemble, nous allons aborder 4 sujets majeurs pour cette rentrée qui étaient évidemment inscrits au menu du discours de Madame von der Leyen. Nous allons parler d'actualité internationale et de l'Afghanistan et peut-être plus sûrement des relations que l'Union européenne doit entretenir maintenant avec ce pays. Nous parlerons aussi de l'Europe de la santé pour faire à la fois un petit bilan et en même temps se projeter demain. Est-ce que cette Europe-là doit évoluer? Quelle est la part de l'Union européenne? Nous parlerons aussi de relance économique, d'équité sociale, peut-être d'équité fiscale, et puis aussi bien sûr de changement climatique et toujours du Green Deal qui est un peu le fil rouge de l'activité de cette Commission européenne. Pour commencer, le discours sur l'état de l'Union de Madame von der Leyen, qui est un exercice donc d'expression de ce qu'est l'Union européenne, à la fois de l'action passée et aussi de se projeter sur l'année à venir, qui est en place depuis 2010. C'est donc le 12e discours. Un mot, un qualificatif, une idée forte que vous ayez retenue sur ce discours. Je commence par vous, Madame Guillaume, qui donc est élue depuis 2009, donc elle a assisté à tous les discours. À peu près, oui. Écoutez, souvent on réagit en se disant il y a un verre à moitié vide, à moitié plein, et là je trouve qu'il y a un verre à moitié tout court. Je ne sais pas s'il est vide ou plein, il y a beaucoup de plein, beaucoup de vide. Il y a des choses très positives qui ont été dites. Je pense que ça manquait un petit peu de souffle, un peu de contenu sur certaines propositions, mais on reviendra surtout dans le détail. Et puis, quand vous évoquiez le fait que c'était un discours qui s'adresse au grand public, il s'adresse à plein de gens, en fait. Il s'adresse au grand public, aux députés et aux autres institutions européennes. Et c'est peut-être la difficulté de la tâche de savoir comment on s'adresse réellement et quelles perspectives on donne. Mais on reviendra certainement sur les perspectives qui ont été dressées ou pas. Madame Valérie Hayé, alors, un mot? Je dirais mitigé, donc plutôt sur la ligne de Sylvie Guillaume. À la fois, je trouve qu'il y a des choses positives dans ce discours. Je pense que c'était important, comme l'a fait Ursula von der Leyen, de rappeler l'âme, de citer l'âme des Européens, parce qu'on a besoin, à l'occasion de cette crise qui n'est malheureusement pas terminée, et dans cette période de doute, d'appeler à des sentiments, à des émotions positives. Et puis, je pense que si je retiens 2 sujets qui me semblent extrêmement positifs, voire même 3, la défense, qui est un sujet porté de longue date par la France, la jeunesse, l'année 2022, année de la jeunesse, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Évidemment, la santé, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, pour les éléments un peu moins positifs, beaucoup d'annonces, de promesses qui manquent un peu de concret. Et en ce qui concerne les sujets que je suis tout particulièrement, je trouve que sur la question des ressources propres et de l'engagement sur le remboursement du plan de relance, le compte n'y est pas, absolument pas. Et on a besoin d'engagement politique sur ces sujets-là, on y reviendra. Justement. Monsieur Cormand, juste un sceptique. Oui, parce que vous demandiez un mot, j'ai envie de dire attendu. C'est-à-dire que l'exercice est bien réalisé, etc. Bon, voilà, il y a des... Et ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, en fait, dans ce qu'elle dit, il n'y a pas de truc avec lesquels on peut dire « Ah, je suis en désaccord ». À part peut-être la TVA à 0% pour ce qui relève de la sécurité. En clair, c'est l'armement. C'est quand même, y compris quand on parle de ressources propres, il faut rappeler que l'une des ressources qui existent aujourd'hui, elles sont peu nombreuses, c'est pour faire vite le premier % de TVA. Donc, quand il s'agit d'être concret sur des ressources propres qu'on supprime, en plus on pourrait s'interroger sur
le fait de ne pas faire de TVA sur l'armement, bref. Sinon, sur le reste, on peut qu'être d'accord. C'est des généralités, etc. Donc, ce qui est intéressant dans son discours, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est les précisions qui manquent. Donc, on va y revenir. Moi, c'est là-dessus que je suis un petit peu, en réalité, sur ma faim. On a l'impression que Mme von der Leyen, qui est présidente de l'exécutif de la première puissance économique du monde, marche un peu sur des œufs, et pour une bonne raison. C'est que derrière, c'est bien le Conseil qui tient les choses. Et moi, j'étais assez d'accord d'ailleurs avec le responsable du groupe Renew, qui a dit une phrase intéressante, qui est de dire que Mme von der Leyen fait trop de diplomatie avec le Conseil et pas assez de politique avec le Parlement. Moi, en tant que député européen, c'est ce qui me manque depuis le début de cette mandature, donc j'ai moins de recul que Sylvie, qui a déjà eu des mandats, mais c'est pour moi une anomalie démocratique fondamentale. C'est que celles et ceux qui sont légitimes pour porter les attentes du peuple européen, c'est les parlementaires européens. On a l'impression d'être un peu en retrait par rapport à l'action de Mme von der Leyen. Justement, la tendance s'est accélérée malheureusement. Peut-être ce sera un peu la thématique de cette année, de cette post-crise, de cette articulation justement Parlement-Conseil. Donc c'est évidemment dans le processus législatif toujours la discussion, mais comment justement réintroduire ce rapport et le processus de décision. Je rebondissais sur ce que disait David en disant, et ça s'est aggravé parce que, alors, puisque vous avez assisté à plusieurs reprises sur mon ancienneté, j'ai vu quand même que... Ton expérience. Voilà, on va dire comme ça. Ces dernières années, la faiblesse de la représentation de la Commission, qui joue certes son rôle de gardienne des traités, mais qui n'est pas dans l'impulsion, et Valérie le disait très bien tout à l'heure, a permis que cette place, la nature ayant horreur du vide, que cette place soit occupée par les États. Le problème étant qu'ils ont des divergences assez lourdes sur la quasi-totalité des sujets. Donc le phénomène est assez bloquant en définitive. Ajoutez à cela la période qu'on vient de traverser où on a eu un exercice institutionnel dégradé au sens où on ne s'est pas vu, on n'a pas eu ces mises au point qui permettent quelquefois de faire infléchir un point de vue ou contrebalancer un autre. Donc ça fait qu'au final, on a beaucoup de mal et le Conseil a pris énormément de place. On murmure par ailleurs qu'au sein de la Commission, il y a un certain nombre de divergences qui s'expriment maintenant assez clairement avec des fonctionnements en silo. Donc tout cela dégrade un peu les choses. Nous, et c'est là où il faut qu'on joue vraiment notre rôle et qu'on ne lâche pas l'affaire, comme parlementaires, indépendamment de nos divergences d'opinion. Alors pour le coup, on fait des majorités, on arrive à avancer sur des sujets et il faut qu'on saisisse vraiment cette opportunité et qu'on ne lâche rien sur cette revendication. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier thème, celui de l'Europe de la défense, qui a donc été abordé par Mme von der Leyen ce matin. La crise en Afghanistan intervient alors que les Européens se remettent peu à peu de la pandémie. La présidente a envoyé ce matin un message sur la réponse européenne, notamment sur l'aide humanitaire, mais aussi sur le projet de défense européenne. Je vous propose d'écouter un court extrait. We have a long history in building and protecting peace. The good news is that over the past years we have started to develop kind of a European defense ecosystem. But what we need now is the European Defense Union. Alors Valérie Hayé, un sommet sur la défense européenne se déroulera sous présidence française en mars prochain, c'est ce qui a été annoncé. Que peut-on attendre de ce sommet ? Madame von der Leyen va-t-elle se donner les moyens d'avancer sur la question de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, même si elle n'a pas cité ces mots d'autonomie stratégique dans son discours ce matin ? Je crois qu'elle a dit très bien qu'on a, la plupart du temps, on a la capacité. Ça n'est pas la capacité qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique, la détermination politique. Sur cette question de la défense européenne, qui est un sujet poussé de longue date par la France, je crois que la situation internationale nous oblige tous politiquement. La crise sanitaire, la crise afghane a fait sauter un ensemble de tabous sur tout un tas de sujets. Et sur cette question de la défense européenne aussi, je crois qu'on a fait un pas avec un fonds européen de défense. Maintenant, il y a tout le reste à construire et ce sommet sous présidence française de l'Union européenne, évidemment, ça va permettre d'aller dans le concret et de mettre en place cette Europe de la défense, d'aller plus loin. Je pense que c'est absolument urgent de trouver un terrain d'entente et d'avoir une ambition politique assumée par les 27. D'autant plus que, pardonnez-moi, on voit bien les États-Unis ne veulent plus jouer le rôle de gendarme du monde. Donc c'est une raison supplémentaire pour s'affirmer et affirmer et construire cette Europe de la défense. Sur le sujet de l'Afghanistan aussi se pose la question
la gestion et de l'accueil des réfugiés aussi. Donc, quid de ce sujet? Ce matin, Ursula von der Leyen l'a rappelé, il existe un pacte migratoire. Donc, comment Conseil et Parlement, je repose la question, vont travailler sur ce sujet pour avancer? Alors, ce qu'elle a dit surtout, c'est que ce pacte n'avançait pas. Oui. Il y a quelques raisons à cela, mais ça vaudra peut-être l'occasion d'une autre émission concrète, concrètement appuyée sur ce sujet. Parce que ce pacte migratoire, d'asile et de migration d'ailleurs, n'est pas un pacte sur l'urgence. Donc je pense qu'on n'aurait pas eu les réponses nécessaires s'agissant de l'Afghanistan. Moi, ce que j'ai trouvé totalement désastreux dans les réactions qui sont intervenues, et ceci dès le 15 août, c'est cette défiance qui a été mise en avant par la quasi-totalité des intervenants, notamment du Conseil, et un peu de la Commission aussi, de dire, bon écoutez, on va s'occuper de l'aspect humanitaire, mais surtout, on ne veut pas entendre parler de migrants sur le territoire européen. Donc c'était extrêmement défensif immédiatement, alors que sur place, se mettait en place un régime qui allait commencer tout de suite à restreindre les droits des femmes et des filles. Donc cette espèce de réaction défensive, sans nuance, était extrêmement difficile à entendre. Donc je crois qu'il faut qu'on soit mesuré là-dedans, qu'on soit équilibré. Il faut de l'humanitaire, il faut du soutien, il faut, j'allais dire, malheureusement discuter avec les talibans pour permettre justement des évacuations encore qui ne sont pas complètement terminées de gens qui sont soit du personnel qui ont travaillé avec les institutions européennes ou internationales ou des gens qui sont en danger grave et immédiat. Et en même temps, il faut pouvoir forger des voies légales qui permettent à ces gens de venir. Et le propos était très très déséquilibré d'entrée, très agitateur de peur, et franchement pas à la hauteur de ce qui se passait à ce moment-là. David Cormand, on a bientôt des élections allemandes qui vont arriver très vite. Est-ce que vous pensez que cela risque de fragiliser ce projet d'Europe de la défense? Ça dépend parce que par rapport à tout ce sujet, d'abord sur l'Afghanistan, ce qu'on a mesuré, c'est que l'Europe subissait encore une fois. Elle a subi la décision quasiment unilatérale des États-Unis d'y intervenir il y a 20 ans. Et elle subit, de façon, encore une fois, la décision unilatérale des États-Unis de s'en retirer. Donc c'est quand même une preuve de faiblesse, parce que derrière le concept d'Europe de la défense, il y a un concept déficient d'Europe de diplomatie européenne. Or, ce qu'ont démontré les derniers événements, et pas seulement l'Afghanistan, et qu'à se rappeler de la visite de calamiteuse de M. Borrell en Russie, enfin, c'est pas M. Borrell qui était calamiteux, c'est la façon dont on a été humilié là-bas, la question, ce qui s'est passé en Turquie, etc. Ce que ça démontre, c'est quoi? C'est que la première puissance économique du monde, que nous sommes encore une fois, est, j'ai envie de dire, un nain diplomatique. Et donc il faut trouver une solution à ça. Et ce qui manque, c'est la volonté politique sans doute, mais c'est aussi, encore une fois, le consentement des États-nations de déléguer à l'Union européenne une part de ce qui était le monopole de l'État-nation westphalien tel qu'on se le représente en Europe, qu'on en délègue une partie à un échelon supranational. Et ça, on voit bien que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Or, ce nœud gordien-là, il va bien falloir le trancher. Parce que tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, on va faire du bricolage. On a créé un diplomate européen en se disant c'est comme ça qu'on aura une meilleure voie. On voit bien que c'est pas comme ça que ça marche. Là, il y a une question de... Et donc l'Europe de la défense, pour la France, il ne va pas falloir se dire que bon, bah, nous, on est la dernière puissance européenne après le départ des Anglais, enfin de la Grande-Bretagne, à avoir l'arme nucléaire. Ça nous coûte beaucoup d'argent, le budget de la défense. Donc ça nous arrangerait de mutualiser ça, mais par contre, on sera toujours les seuls à décider quand est-ce qu'on l'utilise. Pour la France, et moi j'y suis favorable, réfléchir à une Europe de la défense, ça veut dire déléguer aussi ce qu'était notre précaré en capacité d'envoyer des troupes, de peser, etc. etc. Donc c'est quand même une révolution copernicienne à bien partager avec les peuples européens, et notamment avec les Françaises et les Français, sur ce que ça implique. Or, je ne suis pas sûr que ce travail-là soit réellement fait. Donc, moi, sur toute cette question-là, je pense que c'est nécessaire qu'on avance, mais je ne suis pas sûr qu'on ait bien mis tous ces enjeux-là sur la table de façon à ce que tout le monde les comprenne bien. Le temps s'écoule, donc nous devons aussi parler de l'Europe de la santé. Malheureusement, peut-être que l'Afghanistan, évidemment, nous aurions pu en parler, hein, et le sujet ne fait que commencer. La présidente, ce matin, a annoncé 200 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid, données aux pays dits pauvres d'ici mi-2022. C'était une annonce assez forte. Ça suit aussi déjà le projet engagé, puisque 700 millions de doses ont été aussi exportées à des pays tiers, 700 millions aussi administrés
délivrés ici en Europe. Le modèle européen, finalement, sur la vaccination et sur la santé, il n'est peut-être pas si mauvais que ça, non? Puisque l'Europe a été beaucoup critiquée au départ. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'elle a dit, ce que Mme von der Leyen a dit dans son propos, c'est-à-dire que ce qu'elle avait projeté en termes de processus sur la création de vaccins et de vaccination, 70% de la population européenne vaccinée, même s'il y a des divergences selon les États membres. Tout cela est parfaitement juste. Donc il fallait être ensemble, même s'il y a eu des retards à l'allumage, il fallait être ensemble sur ce sujet. On notera quand même que la question du rapport avec les laboratoires reste quand même un petit peu écartée de cette discussion-là. La question de la disponibilité, donc de la levée des brevets sur les vaccins, qui est une partie du dispositif, mais qui est une partie parfaitement symbolique, n'a pas été abordée non plus. Donc bon, voilà, on a encore du chemin à parcourir sur ce sujet, mais on a été ensemble pour créer cela. Il faut franchir d'autres étapes. L'Europe de la santé, ce n'est pas seulement l'Europe du Covid et des vaccins, c'est aussi des dimensions très très différentes de comment on atteint un bien-être médical, de santé pour les Européens dans différents domaines. Donc il y a beaucoup à progresser sur cette dimension-là. Et l'agence qui a été annoncée, indépendamment du fait qu'elle semble, mais ça demande à être vérifié, écarter la représentation parlementaire dans sa décision, ce qui est quand même curieux, on parlait tout à l'heure d'équilibre institutionnel, mérite d'être un peu densifié en contenu maintenant. Justement, Valérie Harrier, sur la création de cette nouvelle agence, au niveau du budget, concrètement, comment ça peut se passer? Alors, on attend les annonces précises de la Commission. Il y a un chiffre qui circule de 6 milliards d'euros qui devrait peut-être en partie être financé par le budget européen. On n'a pas à ce stade suffisamment d'informations. Les informations que j'ai, c'est que ça pourrait être en partie financé par le budget européen et en partie par Next Generation, c'est-à-dire le plan de relance. Donc, on va examiner ça avec beaucoup d'intérêt. Je pense que sur la création de cette agence qui, semble-t-il, s'apparenterait davantage à une direction générale de la Commission plutôt qu'à une agence, donc avec une spécificité, je pense qu'on ne peut que la saluer. Effectivement, on a besoin d'être prêt pour les prochaines pandémies. Ce qu'on a vu l'année dernière, et je crois qu'on peut quand même être satisfait. L'Union européenne et la stratégie européenne on a plutôt tenu la barre. Mais effectivement, on a subi. Ce qui a été mis en place l'année dernière, c'était beaucoup du bricolage, parce qu'en urgence, on n'était pas préparé. Donc cette agence ou cette nouvelle structure, elle permettra de se projeter, d'être coordonné, d'avoir du matériel en commun, d'assurer un approvisionnement en commun, une innovation en commun. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental, même si, comme Sylvie l'a dit, il faudra certainement aller au-delà et voir les modalités de cette nouvelle structure. Alors, autre sujet dans ce discours, la présidente a évoqué le travail évidemment des soignants. Elle a parlé d'équité sociale en tant que priorité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment être contre? Oui, le bien problème, sûr. c'est que c'est. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais on n'en sait rien. Et donc là, pour vous, c'est une annonce. Voilà. J'espère, sauf que ce que disait Sylvie Guillaume, j'attire votre attention sur ce que disait Sylvie Guillaume qui est intéressant. C'est que l'agence de santé ou quoi, pour l'instant, c'est pas prévu qu'il y ait les parlements qui s'en occupent. Pourquoi ça me dérange? C'est qu'aujourd'hui, la santé, c'est pas une compétence européenne. Si on considère que la santé, c'est important, qu'il faut une politique supranationale d'égalité d'accès aux soins, de garantie de services publics d'accès aux soins au niveau européen. Très bien, banco, ça devient donc une compétence européenne. Si ça devient une compétence européenne, il faut une commission qui s'occupe de ça. Il faut que les parlementaires en soient chargés. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a cette annonce qui vient. On ne va pas dire, ah ben non, on est contre une politique de santé européenne. Bien sûr qu'on est pour. Mais elle est où l'architecture derrière pour garantir ça? Surtout que, même si on peut dire on est content, on a fait des vaccins au niveau européen, les Européens y ont eu accès. Pardon, mais les 700 millions de doses extérieures, c'est un vingtième, grosso modo, de ce qui serait nécessaire pour vacciner l'ensemble de la planète. Or, face à une pandémie, c'est un lieu commun de le dire, si on veut vraiment la vaincre, cette pandémie, il faut que tout le monde soit vacciné. Pas que nous, en Union européenne, entre nous. Il faut que tout le monde le soit. Pourquoi? Parce que sinon, le vaccin continue encore plus à circuler, on risque d'être confronté à des nouveaux variants, face auxquels peut-être que les vaccins qu'on a aujourd'hui ne fonctionneront plus. Donc c'est une question pas seulement de solidarité, même si elle est importante, c'est une question de santé publique. Or là-dessus, pardon de dire, on a fait moins pire que les autres. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire, reconnaissons que sur ce point-là, l'Union européenne a ce qui compte, c'est plus avancé, peut-être pas assez, mais plus avancé. Oui, mais COVAX, c'est 700 millions.
l'enjeu, c'est pas de faire moins pire que les autres, c'est de faire ce qui est nécessaire. Or, ça n'a pas été le cas. Et, pardon, on a raison de dire que c'est pas normal. Rappelez-vous, pour moi, l'origine de l'erreur, c'est ces contrats avec les labos qui n'ont pas été rendus publics. Ça dit quelque chose de sur qui on s'est appuyé pour résoudre le problème et à quelles conditions on s'est soumis pour le résoudre. Et derrière, il y a le refus de libérer les brevets sur les vaccins, à tous ces sujets-là. Or, dans l'urgence, on peut comprendre, mais là, on a le recul et tout ça. Donc, je me méfie, moi, de ces annonces dont on ne connaît pas le contenu précis et de comment ça va être mis en œuvre. Parce que, isolément, ces annonces, elles peuvent annoncer le meilleur comme le moins bon, voire le pire. Une évolution des compétences sur la santé pour l'Union européenne, brièvement. Pardon, je vous ai interrompu parce que, parce que j'ajoute à ce que disait David, le fait que ça suppose aussi que les États membres lâchent une partie de leurs compétences là-dessus. Et c'est toujours un équilibre extrêmement difficile à réaliser, surtout sur des sujets de ce style. Très bien. Nous allons parler relance économique et plan de relance. Donc, les premiers fonds ont été libérés, l'emprunt a été réalisé. Se pose aujourd'hui quand même une question, à savoir le remboursement de cet emprunt futur et le travail sur les ressources propres. Donc, là, vous me voyez arriver, Valérie, la question se pose pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce plan de relance, il va être remboursé par des ressources propres. Ce plan de relance, ce n'est pas les Français, les Roumains, les Italiens qui vont le rembourser, mais ce sont ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôt aujourd'hui. Ensuite, il y a tout le travail de mise en œuvre, ressources propres par ressources propres. Et là, je le dis très clairement, on a un problème politique côté Commission européenne. On attendait en juillet de cette année des propositions concrètes de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est, pardon l'expression vulgaire, ou triviale, elle s'est couchée devant les Américains qui demandaient de ne pas travailler sur une taxation des géants du numérique parce qu'il y avait des négociations à l'échelle internationale. Moi, je les soutiens, les négociations à l'échelle internationale, mais je considère que ça n'est pas les Américains qui doivent dicter notre agenda juridique et politique. On attendait une proposition aussi sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. C'est arrivé, mais pas sur le volet ressources propres. Donc très clairement, on a un problème politique côté Commission européenne. Donc je crois que ça fait partie des sujets sur lesquels le Parlement européen est particulièrement aligné et on fera une pression maximale sur la Commission européenne, tout simplement pour qu'elle respecte ses engagements. Et qu'on ait un remboursement effectif par les ressources propres de ce plan de relance. Justement, ça veut dire quoi? Vous aviez dit mettre la pression sur la Commission européenne. Vous fixez un temps de deadline sur ce sujet-là, parce qu'il y a peut-être un moment où il y aura une certaine urgence quand même à pouvoir bien structurer justement ce budget, dans la capacité à le rembourser. Valérie connaît particulièrement le sujet puisqu'elle est rapportrice avec M. Fernandez de cette question-là. Moi, je suis shadow pour la commission budget dans ces questions. Je suis un peu impliqué, mais elle a bien... Alors, je sais que ces sujets-là, c'est des sujets pénibles. C'est technique, c'est compliqué, les gens n'y comprennent rien, quoi. Pour simplifier l'enjeu, c'est quoi le plan de relance? Enfin, une question fondamentale. Quand on fait un plan de relance, c'est dire combien, pourquoi faire et qui paye. Combien? Le Parlement, c'était 2000 milliards. Le Conseil a mis la pression, on a fait 750 milliards. Vous allez me dire, c'est mieux que rien. C'est vrai. Ce qu'il fallait, c'était 2000 milliards. Si on voulait faire à la fois la relance pour répondre à la crise conjoncturelle et préparer la transition, c'était 2000 milliards qu'il fallait. Dont taxe, c'est 750 milliards. Combien? Pourquoi faire? C'est les conditionnalités. C'est qu'est-ce qu'on aide, la transition écologique, les critères. Nous, les écolos, on pense que le pourcentage n'est pas assez bon. Bref, il y a un compromis. Et la question politique fondamentale, c'est qui paye? Qui va payer? Et pourquoi il y avait l'accord contraignant de qui va payer sur des nouvelles ressources propres? C'était quoi la logique? C'est faire payer ceux qui aujourd'hui ne payent pas. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, ceux qui payent dans les États, etc., et c'est les États qui dotent à 75% le budget de l'Union, c'est les contribuables captifs. Vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous êtes obligé de le faire. Vous devez aller au boulot avec, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas aller en Suisse, au Luxembourg ou je ne sais pas quoi. Vous payez. Par contre, si vous prenez l'avion, c'est-à-dire le carburant des riches, le kérosène, ça, c'est pas taxé. Et là, la proposition, c'est de taxer ça en 2032. Dans 11 ans, pourquoi on attend autant? Et après, il y avait le paquet sur lequel on était d'accord de ressources propres, c'était quoi? Les GAFAM, qui ne payent pas assez d'impôts. La taxe minimum sur les entreprises, où là on aura peut-être un désaccord avec... je ne pense pas que la France ait poussé suffisamment pour être à 21 ou 25%, mais la taxe sur les transactions financières, c'est la taxe sur la spéculation. Ça rapporte d'un claquement de doigts 60 milliards par an. On le rembourse, le plan de relance. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Et c'est là que le Parlement n'est pas d'accord, parce que nous, on aurait pu, le Parlement, peut-être qu'on aurait dû le faire d'ailleurs,
bloquer le budget, bloquer le plan de relance pour mettre du rapport de force. On a dit on a quand même l'accord contraignant sur des nouvelles ressources propres, donc on fait confiance. Et le premier signal qu'envoie la Commission, c'est ce que dit Valérie à juste titre, c'est qu'on prend déjà du retard. Mais si ce n'est pas des nouvelles ressources, qui va payer? Qui va payer? Ça va être potentiellement la dette, ça veut dire tout le monde, ça va être le budget de l'Union qu'on va devoir restreindre pour rembourser la dette, ou ça va être les États qui vont devoir donner plus. Dans tous les cas de figure, c'est le citoyen européen qui va le payer, ce plan de relance. Ça, c'est inacceptable. Et donc là-dessus, il faut être très strict. Alors pardon d'être un peu long et pénible sur ces sujets, mais c'est quelque chose qui doit intéresser l'ensemble des citoyennes et des citoyens. À quoi sert l'argent? Qui paye? Pourquoi faire? C'est fondamental. Un autre point important lié au plan de relance, Sylvie Guillaume, il y a donc une condition liée au versement de ce plan de relance dans les États membres, c'est le respect de l'état de droit. Donc la situation dans certains pays, notamment en Pologne, mais pas seulement, est tendue. Est-ce que le discours de Mme von der Leyen ce matin est à la hauteur de ce que vous attendiez sur ce sujet ? Je vais vous répondre dans un instant, parce qu'on proposait aussi, dans la question des ressources propres, d'avoir un impôt, une sorte d'impôt sur la fortune. C'était attendu, nous on était très très attentifs à ça, on n'a pas eu ce genre de choses, mais je voulais juste l'ajouter parce que dans l'équilibre de fin 2020, et Valérie s'en souviendra bien, il y avait cette question justement des frugaux qui ne voulaient pas du tout aller sur une augmentation de la dette, pas sur une dette du tout. Et puis justement cette question de l'autre côté de la conditionnalité du versement des fonds au respect de l'état de droit. Là, c'est le vide complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de référence à ce sujet, alors que de mon point de vue, c'est devenu non seulement une question localisée avec des usual suspects qu'on connaît bien, mais globalement avec une remise en cause qui commence à faire tache d'huile de l'état de droit dans les États membres. Et quand j'entends une personnalité aussi éminente que Michel Barnier, pardon d'y revenir, mais mettre en cause la primauté du droit européen par rapport au droit français, même s'il essaie de s'en expliquer maintenant en faisant des machines arrière, je trouve que l'ambiance sur le respect de l'état de droit, sur le droit européen, sur le respect que tous les États membres, sur tous les domaines, avec tous les curseurs doivent, n'est plus tout à fait équilibrée. Et donc, ça fait partie des éléments qui m'inquiètent beaucoup. Alors on va aborder aussi un autre sujet qui concerne le plan de relance européen, c'est la dimension verte de ce plan de relance avec le pacte vert, le Green Deal, qui figure donc parmi les grandes priorités de la Commission. La lutte contre le changement climatique doit représenter 37% des investissements au minimum dans ce plan de relance. Je vous propose un court extrait dans le discours de ce matin de Mme von der Leyen qu'on va commenter ensuite. Major economies, from the US to Japan, have set ambitions for climate neutrality in 2050 or shortly after. That's good. But they need now to be backed up by concrete plans in time for Glasgow. David Corban, Mme von der Leyen a rappelé l'urgence à agir sur le Green Deal. Est-ce que le paquet Fit for 55 qui a été présenté au mois de juillet dernier ne va pas creuser davantage d'inégalités sociales ? Ah non, alors là, ça me met en colère à chaque fois quand on présente quelque chose comme ça. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est intériorisé que, en fait, les solutions écolo dégradent la condition sociale des gens. Pardon, mais depuis 30 ans, c'est pas l'écologie qui est au pouvoir, nulle part. Et j'ai pas l'impression que la condition sociale des gens, elle s'arrange. Au contraire. Moi, je pense que ce qui est punitif, c'est le modèle économique actuel. C'est pas l'écologie qui viendrait et tout ça. C'est pour ça que je réagis un peu comme ça. Donc, comme on fait, mais d'abord parce que l'écologie, c'est redonner du sens à l'économie. C'est revenir aux emplois et à l'économie réelle. C'est se débarrasser de tout ce qui est la prédation et la spéculation. C'est plutôt l'économie circulaire que l'économie linéaire, donc c'est plus d'emplois dans la réparation, des filières courtes, une agriculture, on n'a pas parlé de la PAC, mais qui permet d'avoir plus d'emplois. Sur la PAC dans le discours de ce matin. C'est 40% du budget, c'est une paille. Une paille. Et ça compte pour un tiers du changement climatique, enfin des causes du changement climatique. Bon, bref. Mais ceci dit, je comprends que ce qui est intéressant dans le discours de von der Leyen, je vous le disais tout à l'heure, c'est plus ce qu'elle n'a pas dit que ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, voilà, c'est quoi les angles morts? Bon, bref. Donc, je ne vais pas être trop long, parce qu'en plus, j'ai beaucoup parlé du sujet de Valérie tout à l'heure, mais moi, je suis un peu sur ma faim, parce qu'il y a toujours ce décalage entre les objectifs qui sont fixés et la mise en œuvre derrière. Si on veut... D'ailleurs, 55%, c'est court. Hein. Le GIEC, les scientifiques, ils nous disent c'est 65% qu'il faudrait. 60-65%. Si on veut respecter juste l'accord de Paris. Pas plus, l'accord de Paris. Et 55, déjà, on est un peu court.
Donc il y a la conditionnalité, c'est 37-40% qui doit être écolo, mais qu'est-ce qu'on fait des 60% restants? En clair, si vos 60% qui ne sont pas éco-conditionnés, c'est des trucs qui détruisent, enfin, qui dégradent l'environnement, c'est un jeu à somme nulle. Donc voilà, moi j'attends des dispositions, encore une fois, concrètes, des feuilles de route concrètes, et là-dessus je suis un peu sceptique. Valérie Hayet, je m'adresse à l'eurodéputé qui siège au sein de la commission du budget. On n'oppose pas donc transition écologique et économie verte. Tout ça est dans la même dynamique. Absolument pas. Au contraire, je pense que les deux se nourrissent. Absolument pas. Alors peut-être que ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est l'une des propositions de la Commission à laquelle on est un certain nombre à s'opposer. C'est-à-dire que il y a, parmi les propositions qui ont été faites au mois de juillet par la Commission, il y a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est un serpent de mer soutenu depuis Jacques Chirac, et puis ce qu'on appelle le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce deuxième marché carbone, donc premier marché carbone qui existe, et un deuxième marché carbone que la Commission européenne propose sur le transport et sur le chauffage. C'est-à-dire, très concrètement, on va faire payer ces particuliers. Et là, on a quand même un enjeu majeur d'adhésion à la transition environnementale, et on ne peut pas faire que, je crois que c'est aussi, en tant que Français, c'est le fait qu'on ait connu cette crise des Gilets jaunes, on a besoin d'adhésion, et on n'a pas besoin d'avoir une dimension, une écologie punitive, pour reprendre le terme que tu as adopté. Et donc, on est un certain nombre à s'opposer à cette proposition de la Commission européenne. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Donc, le Parlement européen, évidemment, sera engagé pour rééquilibrer cette proposition de manière à ce que on soit vraiment dans une dynamique positive au service des Européens. Sylvie Guillaume, il y a une annonce sur laquelle je voudrais revenir, justement liée au Green Deal. Ça concerne la biodiversité. Madame von der Leyen a annoncé le doublement de son financement extérieur. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, oui, tout à fait. Il faut que là aussi ce soit tangible, qu'on soit dans les rails qui sont l'un à côté de l'autre entre le social et l'écologie. Et surtout, j'allais ajouter à ce qu'ont dit David et Valérie, aussi sur le long terme et le court terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait aussi la capacité à montrer très très vite des choses, tout en se projetant évidemment dans un changement civilisationnel de l'Union européenne et du monde. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les trois d'y avoir participé, d'avoir décrypté avec nous ce discours sur l'état de l'Union de ce matin. Je vous donne rendez-vous sur le site de touteleurope.eu pour continuer à suivre l'actualité européenne. Merci. Merci.